Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons définir la température et la pression cinétique d'un gaz, puis nous allons mettre en place une équation d'état qui relie ces deux paramètres en construisant un modèle, le modèle du gaz parfait. Alors pour définir la température cinétique d'un gaz, il faut s'intéresser à la manière dont sont distribuées les vitesses au sein de ce gaz. Nous avons vu dans la vidéo précédente qu'il était impossible de décrire le gaz en considérant les particules individuellement. Nous allons donc chercher à décrire la manière dont se répartissent les vitesses dans le gaz avec une approche statistique. Pour ça, nous allons faire appel à une fonction qu'on appelle la distribution des vitesses et qu'on va noter f de v ici. La définition de cette fonction est la suivante. On dira que la probabilité dp pour une particule de gaz d'avoir une vitesse située entre v et v plus dv est dp égale f de v dv. Alors la question qu'on va se poser, c'est quelle est l'allure de la fonction f de v? Pour ça, nous allons regarder une petite vidéo. Alors vous la reconnaissez, c'est ma petite boîte dans laquelle j'enferme des particules pour simuler le comportement d'un gaz. Dans cette simulation, nous allons enfermer grand N particules. Nous allons leur mettre initialement toute la même vitesse initiale et ces particules vont évoluer en s'entrechoquant les unes les autres et on considérera que les chocs sont des chocs élastiques, c'est-à-dire qu'au cours des chocs, aucune énergie n'est dissipée. Au cours de cette simulation, vous verrez sur le graphique de droite la répartition des vitesses dans le gaz en temps réel. Chaque point du graphique de droite correspondra aux particules qui ont une vitesse comprise sur un intervalle de vitesse de 0,1 unités par seconde. Par exemple, au début de la simulation, toutes les particules ont une vitesse de 2 unités par seconde, donc on a un gros pic entre 2 et 2,1 unités par seconde. Dans la première simulation, on prend assez peu de particules, 100, et on peut voir que au cours de les mouvements et au cours des chocs, les vitesses se répartissent le long d'une courbe qui a grosso modo une allure de cloche. Comme on a assez peu de particules ici, on peut voir qu'on a beaucoup de fluctuations. Au cours des chocs, certaines particules vont donner de la vitesse à d'autres et en perdre, etc. Dans cette seconde simulation, on a un peu plus de particules. Alors on voit que les vitesses s'homogénéisent de manière un peu plus rapide. On a toujours cette forme de cloche, mais les fluctuations sont beaucoup plus faibles. Dans cette dernière simulation, on prend 5000 particules et on voit que la distribution des vitesses prend donc une allure toujours en forme de cloche avec des fluctuations qui sont de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on se rapproche de la limite thermodynamique. Alors, quelle est l'expression mathématique de cette fonction de distribution des vitesses? On ne va pas rentrer dans le détail du calcul, c'est complètement hors programme, mais on va juste se poser 2 secondes sur les hypothèses. On va faire l'hypothèse suivante. On va supposer que la distribution des vitesses est une fonction homogène, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir une vitesse v pour une particule ne dépend pas de la position de la particule dans le gaz. Et on va faire une deuxième hypothèse. On va faire l'hypothèse que la distribution des vitesses est isotrope, c'est-à-dire que toutes les directions sont équiprobables. C'est-à-dire que on a une probabilité identique d'avoir une vitesse dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, etc., etc. À l'aide de ces deux hypothèses, et par un raisonnement que je ne détaille pas ici, on peut montrer que la fonction f de v prend la forme suivante, kv carré exponentielle moins av carré, avec k et a qui sont deux constantes à déterminer. Cette distribution, c'est ce qu'on appelle la distribution de Maxwell-Boltzmann. Quand on trace la fonction, on peut voir qu'elle tend vers 0
lorsque la vitesse tend vers 0, qu'elle tend vers 0 lorsque la vitesse tend vers l'infini, on trouve la fonction suivante, qui est identique à ce qu'on observait au cours des simulations tout à l'heure. Alors on peut se poser 2 secondes sur cette courbe et un peu la commenter. Donc on voit ici que la fonction est nulle pour les vitesses nulles, ce qui veut dire que la probabilité de trouver une particule avec une vitesse nulle est quasiment nulle. Effectivement, il y a beaucoup de chocs à l'intérieur du gaz, et donc c'est très improbable de trouver une particule qui serait complètement à l'arrêt. De la même manière, on a une probabilité très faible de trouver une particule avec des vitesses très grandes, tout simplement parce que l'énergie du gaz est une quantité finie, et donc les vitesses ne peuvent pas prendre des valeurs qui sont arbitrairement grandes. La valeur de la vitesse que vous lisez ici sera la vitesse la plus probable à l'intérieur du gaz. Alors on va définir une quantité qui va être utile pour la suite, ce qu'on appelle la vitesse quadratique moyenne, U, qui est la racine carrée de la valeur moyenne de la vitesse au carré. Alors, ici je vous ai mis sa définition de manière un petit peu plus précise. La valeur moyenne de V au carré, c'est la somme pour toutes les particules, donc pour I qui va de 1 à grand N, de la vitesse de chacune des particules au carré. On va diviser cette somme par le nombre de particules pour faire la moyenne, et on va prendre la racine. Cette quantité a la même dimension qu'une vitesse. Alors qu'est-ce que la température ? Eh bien, la température cinétique, c'est une quantité qui va mesurer l'énergie cinétique des particules du gaz due au mouvement d'agitation thermique. Dans un gaz monoatomique, et c'est bien important monoatomique, on définit la température cinétique de la manière suivante. On écrit que la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'une particule dans le gaz sera 3,5 de kBT, où Kb est une constante qu'on appelle la constante de Boltzmann, qu'on rencontrera de nouveau plus loin dans le cours. Sa valeur numérique est donnée ici, et la température est là. Donc la température est une mesure de l'énergie cinétique de notre gaz. Alors on comprend bien que la température ne peut pas être plus faible que 0 parce qu'une température nulle correspondrait à une énergie cinétique nulle, c'est-à-dire l'ensemble des particules du gaz qui seraient à l'arrêt. Alors un petit point sur l'unité de la température. L'unité du système international pour la température, vous le savez, c'est le degré Kelvin. Je vous ai rappelé ici la relation entre la température en degrés Kelvin et la température en degrés Celsius. Il y a un décalage d'échelle de 273,15. D'accord ? Donc une température de 0 degré Celsius, c'est une température de 273,15 Kelvin. On pourra arrondir à 273. Si je vous en parle, c'est parce qu'il faut être très vigilant lorsqu'on fait un rapport de deux températures. Comme la température en degrés Kelvin est un décalage de l'échelle, le rapport de deux températures calculées en degrés Kelvin est différent du rapport de température calculé en degrés Celsius. Je vous conseille donc, pour ne jamais faire d'erreur, de toujours convertir les températures en degrés Kelvin. Alors, quel est l'ordre de grandeur des vitesses des particules qui se déplacent à l'intérieur de notre gaz ? Eh bien, on a maintenant tout sous la main pour faire ce petit calcul. La valeur moyenne de l'énergie cinétique d'une particule du gaz, c'est la valeur moyenne de 1,5 de mv carré. Or, 1,5 de m, c'est une constante, donc on peut le sortir de la valeur moyenne. Et la valeur moyenne de v carré, on l'a défini tout à l'heure, c'est la vitesse quadratique moyenne de nos particules au carré. De plus, on a vu par définition de la température cinétique qu'on avait la relation suivante entre la valeur moyenne de EC et la température. Si on combine ces deux relations, on peut en déduire la vitesse quadratique moyenne dans un gaz monoatomique. Racine de 3 kBT sur m. Pour un gaz typique, les particules vont avoir une masse de l'ordre de 10-26, 10-25 kg. Donc pour une température de 300 K, qui est une température
ambiante, on trouve une vitesse quadratique moyenne de 500 mètres par seconde. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les particules ont une vitesse de 500 mètres par seconde, ça veut dire que c'est l'ordre de grandeur de la vitesse quadratique moyenne. Donc il y aura des particules qui vont aller moins vite, il y a des particules qui vont aller plus vite, mais ça nous donne un bon ordre de grandeur de la vitesse. Pour une température plus élevée, 1000 Kelvin, on a une vitesse quadratique moyenne de 900 mètres par seconde. On peut donc retenir l'ordre de grandeur suivant. Dans un gaz, le mouvement d'agitation thermique se traduit par des vitesses qui sont de l'ordre de quelques centaines de mètres par seconde. On peut également retenir que c'est l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans un gaz. On vient de voir que lorsque la température variait, la vitesse des particules variait, car leur énergie cinétique varie. Donc si on modifie la température, on modifie la courbe de distribution des vitesses. Sur les graphiques ci-dessous, vous avez 3 distributions des vitesses au sein du même gaz qui ont été tracées pour 3 températures différentes. Alors ce qu'on voit, c'est que plus la température est élevée, plus la courbe est étalée. Pour la courbe en rouge à 1200 Kelvin, on voit qu'il y a des vitesses beaucoup plus importantes qui sont accessibles et qui ne l'étaient pas pour la température de 300 Kelvin. Comme la courbe est plus étalée, le maximum de la courbe est forcément plus bas car l'intégrale, l'air sous la courbe, doit être la même. Passons à la pression cinétique. Avant de définir la pression cinétique, on va définir le vecteur surface élémentaire qui va nous permettre d'exprimer la force de pression. Je vais considérer une surface S qui entoure, par exemple, un gaz. Donc la surface S, ce serait ici la surface de cette ellipsoïde. En un point P de la surface, par exemple ici, je vais noter ds, un petit élément de surface, c'est-à-dire un petit bout de la surface centré sur le point P. Au niveau du point P, on va également définir un vecteur normal petit n qui va être perpendiculaire à la surface, orienté du gaz vers l'extérieur et qui va être unitaire. On va alors définir le vecteur élément de surface ds comme le produit de la petite r ds qui est ici par le vecteur normal petit n. Sur la figure, je vous ai tracé le vecteur ds en plusieurs points de la surface. Donc on peut voir que selon l'endroit où on se place, le vecteur ds va avoir une direction différente. Alors si je considère un gaz qui est enfermé dans une enceinte, on a vu qu'à cause du mouvement d'agitation thermique, les particules de ce gaz vont venir taper sur les parois de l'enceinte. Dans la vidéo précédente, on avait même vu une simulation de la force qui s'exerçait. On va définir la pression cinétique du gaz comme la force surfacique exercée par le gaz sur la paroi. La force surfacique, c'est la force divisée par la surface de la paroi. Ainsi, si je considère un petit élément de surface de la paroi, cet élément de surface va subir la force dF égale PdS. Donc si je schématise, si j'ai un morceau de paroi ici, j'isole un petit élément de surface de cette paroi, qu'ici j'ai du gaz. Ce gaz va exercer une force, dF, dont la norme sera proportionnelle à la pression du gaz au niveau de la surface, donc proche ici du bord, multipliée par la valeur de la petite surface que j'ai considérée là. Si je veux calculer la force totale subie par une surface macroscopique, qui serait plus infiniment petite, je vais sommer toutes les forces élémentaires dF, et donc je vais écrire que la force totale, c'est l'intégrale double de PdS. Pourquoi est-ce qu'on met deux symboles intégrales? On l'a vu en dynamique du solide, parce qu'ici ds, c'est une surface, c'est donc le produit de deux longueurs. On intègre donc sur deux directions de l'espace, d'où les deux symboles intégrales. Alors, c'est une définition assez générale, et ce calcul, il peut être assez compliqué. Pour le moment, nous, on va se limiter à des cas très très simples, qu'on va voir tout de suite. Alors, avant de voir ça, une petite remarque sur l'unité de la pression.
L'unité SI de la pression, c'est le pascal. L'unité usuelle, c'est-à-dire qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est plutôt le bar pour manipuler des pressions un peu plus faibles. Je vous rappelle que 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Lorsque vous ferez des applications numériques, n'oubliez pas de toujours convertir les pressions en pascal. Alors dans cette application, je vous propose de faire le calcul d'une force de pression dans un cas très simple, mais qui nous suffira pour le moment. Le cas où on a un gaz de pression uniforme, c'est-à-dire que la pression est la même partout, qui s'exerce sur une surface qui est plane et de surface totale, ici, grand S. Prenez quelques minutes pour essayer de répondre à la question et on corrige juste après. Correction de l'application numéro 3. Alors dans cette application, on avait une surface plane et on cherchait à calculer la force de pression qui s'exerçait sur cette surface plane. Sachant que à gauche de la surface, on avait une pression uniforme P0, c'est-à-dire un gaz à la pression P0 qui venait taper. L'énoncé nous introduit un vecteur normal n orienté comme ça, donc il est bien orienté, il est orienté du gaz vers l'extérieur. Et donc d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, si en un point P de la surface, j'isole un petit élément de surface ds, la force élémentaire qui s'exerce, ce sera dF égale P0 ds n. Alors sur cet exemple, ce qui est simple, c'est que la pression est la même en tout point et que comme la surface est plane, le vecteur n est également le même. C'est-à-dire qu'ici, le vecteur n a même direction, même sens. Ici, c'est pareil, etc., etc. Du coup, quand je vais calculer la force totale, je vais écrire que c'est l'intégrale double sur la surface entière de P0 ds n. Eh bien, le terme P0 et le vecteur n, comme ils ne dépendent pas du point où je me place, je vais pouvoir les sortir de l'intégrale. Donc ça va me donner P0n, intégrale double de ds. Et l'intégrale double de ds, c'est rien d'autre que la surface totale de mon plan. Et donc la force totale qui va s'exercer sur mon plan, ce sera P0 fois la surface S, orientée selon le vecteur n. Cette relation, on va beaucoup l'utiliser dans les premiers chapitres de thermodynamique, où on aura une pression quasiment systématiquement uniforme et des surfaces planes la plupart du temps. Attention à une chose, ne confondez pas la force de pression avec la pression. Ce sont deux quantités qui n'ont pas la même dimension. Ça, c'est une force surfacique. Ça, c'est une force. Au niveau des ordres de grandeur de la force de pression et de la pression, je vous propose de faire un petit calcul numérique et de visualiser une petite vidéo de la puissance de la force. Ceci est une expérience que j'ai l'habitude de réaliser lors de ce chapitre. Bon, avec le confinement, évidemment, je ne peux pas la réaliser, donc je vous la montre en vidéo. Alors c'est très simple. Ici, on prend une canette de soda qu'on va remplir, dans laquelle on va verser un petit peu d'eau et on va faire bouillir l'eau. Une fois que l'eau bout, on va placer la canette de soda dans de l'eau froide. Et ce qu'on observe, c'est que la canette est instantanément comprimée. Cette expérience permet de visualiser l'intensité de la force de pression atmosphérique qui s'exerce. Je m'explique. Lorsque la canette est vide, ici,
nous avons une force de pression qui s'exerce de part et d'autre de la surface latérale. L'air qui est à l'extérieur va exercer une force vers la droite, l'air qui est à l'intérieur va exercer une force vers la gauche. Ces deux forces sont de même norme, elles ont donc tendance à s'annuler. Lors de l'expérience, on verse un petit peu d'eau au fond qu'on fait bouillir. Lorsqu'on fait bouillir l'eau, la vapeur d'eau va chasser l'air qui est initialement contenu dans la canette. Et lorsqu'on va placer la canette dans l'eau liquide, dans l'eau froide, on va instantanément condenser toute la vapeur d'eau qui est à l'intérieur. Et donc pendant une petite durée, on va se retrouver avec du vide à l'intérieur de la canette et de l'air à l'extérieur. Ainsi, il n'y a plus qu'une seule force qui s'applique sur la paroi et la canette se retrouve écrasée. Pour les sceptiques, qui pourraient penser que la canette est écrasée à cause d'un choc thermique, eh bien on peut faire l'expérience sans mettre d'eau au fond et lorsqu'on la plonge dans l'eau liquide, on s'aperçoit que rien ne se passe. Alors si je fais un petit calcul numérique maintenant pour avoir une idée de l'intensité de cette force de pression. Si je prends un gaz à la pression atmosphérique, on a une pression de l'ordre de 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal. Si je prends un plan qui serait d'une surface d'une feuille A4, on a une surface de 6,10.2 m², 21 cm par 29,7 cm. Et donc si on fait le calcul de la force de pression avec la relation qu'on a trouvée tout à l'heure, P0S, on trouve une force d'intensité 6,3 kN. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 6,3 kN, c'est énorme. C'est équivalent au poids d'une masse de 630 kg. Ça veut dire que quand vous portez une feuille A4, la pression atmosphérique l'atmosphère exerce une force équivalente au poids d'une masse de 630 kg sur chacune des faces de cette feuille. Alors on va terminer ce cours avec le modèle du gaz parfait qui va nous permettre de relier la température cinétique et la pression cinétique à l'intérieur d'un gaz. Alors le modèle du gaz parfait, c'est le modèle de gaz le plus simple qu'on puisse imaginer, mais pour autant vous allez voir qu'il fonctionne très très bien pour décrire des situations usuelles. Alors, on va faire un jeu d'hypothèses pour construire ce modèle. Premièrement, on va supposer que les particules qui constituent le gaz sont ponctuelles. Ce sont donc des points qui n'ont aucune extension spatiale. Cette hypothèse est expliquée par le fait que la distance moyenne entre deux particules, d, est très grande devant le rayon des particules. Deuxièmement, et c'est probablement une des hypothèses les plus importantes, on va supposer que les interactions entre particules à l'intérieur du gaz sont négligeables. Alors cette hypothèse, elle est valable tant que la portée des interactions entre particules, qui sont des interactions de type van der Waals, est faible devant la distance d entre deux particules. C'est vrai lorsque les volumes accessibles au gaz sont grands, que les pressions sont faibles, mais dès qu'on va commencer à comprimer un peu trop le gaz et donc à rapprocher les particules les unes les autres, on va voir que cette hypothèse devient caduque. Dernière hypothèse, on va supposer que les chocs des particules entre elles sont élastiques, c'est-à-dire que lorsque deux particules s'entrechoquent, la somme des énergies avant et après le choc est la même, et la somme des quantités de mouvement avant et après le choc est la même. Enfin, et ça c'est plutôt naturel, on va supposer l'équilibre thermodynamique atteint, c'est-à-dire que la pression, le volume et la température sont constants et homogènes à l'intérieur du gaz. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait calculer la pression cinétique dans notre gaz parfait? Eh bien, on a vu que la pression cinétique, c'était quelque chose qui se calculait à partir de la force qu'exerce le gaz sur une paroi. Donc il faudrait considérer une paroi avec d'un côté du gaz et il faudrait calculer la force qu'exerce ce gaz sur la paroi.
Pour calculer cette force, on utilise la seconde loi de Newton, et on va la calculer de manière un peu détournée en regardant quelle quantité de mouvement les particules vont fournir à la paroi lorsqu'elles rebondissent dessus. Le problème, c'est qu'au sein du gaz, on l'a vu, les particules n'ont pas toutes la même vitesse. Il faut donc tenir compte du fait que certaines particules vont taper avec des vitesses faibles et que d'autres particules vont taper avec des vitesses importantes. Et deuxièmement, les particules ne vont pas arriver sur la paroi avec les mêmes angles. Or, on comprend assez facilement qu'une particule qui va arriver comme ça, perpendiculaire à la paroi, va exercer une force plus importante qu'une particule qui va arriver avec un angle comme ça. Alors nous, on va utiliser un modèle beaucoup plus simple et en fait vous allez le voir, ce modèle simplifié, il a le bon goût de donner exactement le même résultat que le modèle non simplifié. Premièrement, on va supposer que toutes les particules qui constituent le gaz qui tape sur la paroi se déplacent avec la même vitesse et que cette vitesse, ce sera la vitesse quadratique moyenne U qu'on a définie un peu plus tôt. Deuxièmement, on va supposer que le vecteur vitesse ne peut prendre que 6 directions, que les particules ne peuvent se déplacer que vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, vers nous ou dans la figure. Donc toutes les particules qui vont taper sur la paroi vont taper perpendiculaire à la paroi. Et enfin, on va faire une dernière hypothèse, on va supposer que les 6 directions prises par les vecteurs vitesse sont équiprobables. Alors si je considère une surface S de paroi, qui serait ici par exemple, et que j'essaie de calculer la force qui s'exerce sur cette surface. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on allait utiliser la seconde loi de Newton de manière un peu détournée. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que pendant delta t, je vais calculer le nombre de particules qui viennent taper sur la paroi. Alors le nombre de particules qui viennent taper sur la paroi, je vais noter delta n, et ce sera égal à... Alors, les particules qui viennent taper sur la paroi, elles sont contenues dans un cylindre dont la surface est la surface S et dont la hauteur vaut U delta t. Je vous rappelle que U, c'est la vitesse quadratique moyenne. Effectivement, si vous prenez une particule qui est ici, pendant delta t, elle aura parcouru une distance insuffisante pour attaquer la paroi. Elle sera ici. Donc, le volume de ce cylindre, c'est U delta t multiplié par la surface S. Maintenant, je vais calculer le nombre de particules à l'intérieur de ce cylindre. Et bien, le nombre de particules à l'intérieur de ce cylindre, c'est son volume multiplié par la densité de particules n étoiles qu'on a rencontrées dans la vidéo précédente. Pour finir, toutes les particules qui sont contenues dans ce cylindre ne vont pas taper sur la surface. Il n'y a que celles qui ont un vecteur vitesse orienté vers la droite. Comme toutes les vitesses sont équiprobables, on a une particule sur 6 qui vient taper. Donc voilà la première étape du calcul. Le nombre delta n de particules qui vient taper sur la surface sera U n étoile S delta t sur 6. Je vais maintenant calculer la quantité de mouvement que fournit une particule lorsqu'elle rebondit sur la paroi. Alors, pour une particule, la quantité de mouvement avant le choc, c'est le produit de sa masse par sa vitesse, c'est-à-dire U, la vitesse quadratique moyenne, orientée selon le vecteur unitaire UX. La quantité de mouvement après le choc, comme elle a rebondi sur la paroi, ce sera M moins U orienté selon le vecteur UX. Et donc, la variation de quantité de mouvement delta P de cette particule
ce sera la quantité de mouvement après moins la quantité de mouvement avant. Ce sera donc moins 2m U orienté sur UX. La quantité de mouvement, la variation de quantité de mouvement pour une particule, c'est l'opposé de la variation de quantité de mouvement de la paroi. Donc delta P paroi qui est due à une particule, ce sera 2m U UX. On voit que au cours d'un choc, la paroi gagne une quantité de mouvement orientée selon plus UX, c'est-à-dire qu'elle va subir une force orientée vers la droite. La variation de quantité de mouvement totale pour la paroi pendant cet intervalle de temps delta t, eh bien c'est rien d'autre que la variation de quantité de mouvement due à une particule multipliée par le nombre total de particules qui vient taper pendant delta t. Ce sera donc 2m U au carré, U fois U, n étoile, S, delta t sur 6, orienté sur le vecteur UX. On en déduit donc que la force qui s'exerce sur la paroi, c'est le rapport, d'après la seconde loi de Newton, de delta t paroi totale sur delta t. Et donc ce sera 2m U carré n étoile S sur 6. Si on regarde l'expression de cette force, on peut voir que c'est le produit d'une quantité, ici, multipliée par la surface S. La quantité que j'ai encadrée ici a la dimension d'une pression. Ce sera donc la pression cinétique de mon gaz. J'ai donc P égale N U carré, M U carré, pardon, N étoile sur 3. Alors, pardonnez-moi, j'ai oublié le vecteur UX ici. Donc, dans un gaz parfait, qu'on utilise le modèle simplifié que je viens d'utiliser ici ou le modèle plus compliqué que j'ai évoqué avant, on va trouver la relation suivante entre la pression cinétique et la vitesse. Pour établir l'équation d'état du gaz parfait, il me reste à relier la pression cinétique à la température cinétique. La pression cinétique, on vient de la calculer, elle est là. Tout à l'heure, à partir de la définition de la température cinétique, on avait établi la relation suivante entre la vitesse quadratique moyenne et la température T dans un gaz monoatomique. Si on combine ces deux relations, notamment qu'on remplace U carré avec cette expression, on obtient la relation P égale N étoile KBT. Si je fais un petit peu de calcul, N étoile, c'est la quantité, le nombre total de particules de mon gaz divisé par le volume V. Et si je remplace le nombre total de particules par la quantité de matière multipliée par le nombre d'Avogadro, j'obtiens la relation suivante. Le produit de la constante d'Avogadro par la constante de Boltzmann, c'est ce qu'on va appeler R, la constante des gaz parfaits. On obtient donc la relation suivante. Dans un gaz parfait, le produit de la pression par le volume est égal à nRT, avec N la quantité de matière de gaz et R la constante des gaz parfaits, dont la valeur numérique vous est proposée ici, 8,31 joules par mol Kelvin. Vous pouvez vérifier cette valeur numérique en reprenant les valeurs de Na et de Kb. Alors, quand est-ce que ce modèle du gaz parfait fonctionne et quand est-ce qu'il fonctionne un peu moins bien? Il y a plusieurs manières de regarder si le modèle du gaz parfait fonctionne bien, et une des premières manières, c'est de tracer ce qu'on appelle le diagramme d'Amaga du gaz. Le diagramme d'Amaga du gaz, c'est un graphique sur lequel
on va faire figurer en ordonnée le produit pression-volume en fonction en abscisse de la pression, le tout étant tracé à température constante. Pour un gaz parfait, le produit PV, c'est nRT. Et dans la mesure où la température est constante, le produit PV est donc constant. Donc pour un gaz parfait, le diagramme d'Amaga, c'est une série de droites horizontales pour différentes températures. Sur le graphique qui est ici, vous avez le diagramme d'Amaga de l'air. Alors, je vous ai tracé plusieurs courbes pour 4 températures différentes. Et les courbes que vous avez en pointillé, ce sont les courbes qu'on obtiendrait pour un gaz parfait. Ce qu'on voit, c'est que pour les faibles pressions ici, donc on va dire jusqu'à à peu près cette valeur-là, donc jusqu'à une dizaine de bars, on a un accord entre le modèle du gaz parfait et les courbes réelles. Au-delà de ces 10 bars, on peut voir qu'on a un écart entre les courbes réelles et le modèle du gaz parfait. Une deuxième manière de regarder si on a un accord ou non entre le modèle et la réalité, c'est d'utiliser le diagramme de Clapeyron. Alors ici, l'intérêt est un petit peu plus limité que le diagramme précédent, mais je vous le présente quand même parce que ce diagramme, on va beaucoup l'utiliser. Dans le diagramme de Clapeyron, on trace en ordonnée la pression du gaz et en abscisse le volume. Alors ici, on a tracé le volume massique, c'est-à-dire ramené à 1 kg pour avoir quelque chose d'un petit peu plus général. Donc comme tout à l'heure, j'ai tracé deux courbes pour deux températures différentes et en pointillé, vous avez le résultat qu'on obtiendrait avec le modèle du gaz parfait. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour un volume supérieur à peu près cette limite-là, c'est-à-dire des pressions qui sont inférieures à cette valeur-là, on a un bon accord entre le modèle du gaz parfait et la réalité. Pour des pressions supérieures ou des volumes inférieurs à cette limite, on a un écart entre le modèle et la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ces deux diagrammes? On va retenir que le modèle du gaz parfait permet de décrire correctement le comportement d'un gaz dans la mesure où il est dilué, c'est-à-dire dans la mesure où la pression n'est pas trop importante ou dans la mesure où le volume est assez grand. Ça revient au même. Comment est-ce qu'on peut améliorer le modèle du gaz parfait? Une première amélioration du modèle du gaz parfait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le modèle de Van der Waals. Alors vous n'avez rien à connaître sur ce modèle. Ici, je vous le présente comme ça, de manière un peu plus culturelle qu'autre chose. Et donc, le modèle de Van der Waals, il va venir améliorer le modèle du gaz parfait sous deux aspects. On peut voir que par rapport à l'équation PV égale nRT, on a ces deux termes-là qui ont été ajoutés. Le coefficient B est ici pour rendre compte du fait que les particules en réalité ne sont pas ponctuelles. C'est-à-dire que le volume accessible par les particules n'est pas le volume total de l'enceinte, mais le volume de l'enceinte moins une quantité qui est le volume occupé par les particules. Effectivement, si vous prenez votre enceinte avec des particules qui ne sont plus ponctuelles, eh bien ces particules, aussi petites soient-elles, vont occuper un certain volume qu'on va venir retrancher au volume total. Le deuxième terme, donc le terme A, va venir tenir compte du fait que les interactions entre particules ne sont pas négligeables et qu'elles sont plutôt attractives. Alors, si je réécris cette équation en considérant ce terme-là nul, pour pas qu'il vienne m'embêter, je vais obtenir que la pression P, c'est nRT sur V moins n carré sur V carré A. C'est-à-dire que la pression qu'on considère dans le modèle de Van der Waals est un peu plus faible que la pression considérée dans le cas du modèle du gaz parfait. Alors pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Si vous prenez une paroi du récipient ici, donc vous prenez une particule qui va venir taper sur la paroi pour exercer une force, eh bien, cette particule, elle est en interaction avec les particules qui sont à gauche ici, et vu les distances
entre particules dans un gaz, les interactions ici sont plutôt attractives. C'est-à-dire que cette particule-là va exercer une petite force sur celle-ci une petite force comme ça, etc., etc. Si vous sommez toutes ces forces, vous allez obtenir globalement quelque chose qui est orienté vers la gauche, parce qu'il n'y a quasiment pas de particules de ce côté-là. Et donc, si les particules qui sont à gauche exercent une force dans ce sens-là sur la particule qui va venir heurter la paroi, ça va avoir tendance à diminuer légèrement sa vitesse, et donc à diminuer légèrement la force qu'elle va exercer sur la paroi. C'est pour ça qu'on va considérer une pression un peu plus faible. Si vous regardez bien, pour des grands volumes, c'est-à-dire lorsque ce terme-là est grand devant NB, on peut négliger NB, et lorsque le volume est grand, on va pouvoir négliger ce terme-là devant la pression, on retrouve l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT. Donc le modèle de Van der Waals permet de compléter le modèle du gaz parfait lorsque celui-ci commence à s'écarter de la réalité.